Est-ce que votre modèle n'est pas un modèle adapté à un environnement classique? C'est un peu le sens de leur question. Et est-ce qu'il prend bien en compte la modification des comportements de marché induits par la montée en puissance de la gestion passive, et notamment de la gestion passive au travers des ETF? Non, parce qu'il y a quoi dans les ETF? Vous pouvez avoir en fait tous les actifs, toutes les classes d'actifs qui composent en fait nos différents cercles concentriques. Donc ça peut être un effet d'exacerbation. L'ETF, il sert à quoi? La gestion passive, elle permet quoi? Elle permet en réalité de plus démocratiser la place des actifs financiers dans la gestion de patrimoine. Donc elle va permettre d'attirer du monde sur les marchés financiers, mais sur l'ensemble des marchés financiers, pas une classe d'actifs plutôt qu'une autre. La gestion passive qui fait que simplement lorsque les gens vont avoir envie de prendre du risque, la gestion passive, elle va permettre de flécher une partie du patrimoine des gens, de l'épargne des gens, vers des actifs qui vont être des actions. Mais vous voyez, il n'y a pas de différence entre les deux. La réalité, c'est que l'ETF, c'est en fait un outil, un objet de simplification pour les gens, pour aller jouer en fait, ou aller investir sur les marchés financiers, sur toutes les classes d'actifs qu'on évoque aujourd'hui. Voilà. Donc c'est simplement un outil de simplification. Cet outil de simplification, elle amène des flux. Mais la manière dont ces flux sont distribués, c'est pas autre chose que votre perception de l'environnement et votre envie de prendre du risque ou pas. Donc toujours, on en revient à la même chose, votre envie de plutôt préserver ou plutôt aller chercher de la performance. Oui, mais ce que comporte leur question, c'est une réflexion sur la concentration du risque induite par la montée en puissance des ETF. Quand vous avez des ETF qui répliquent par exemple le S&P 500, Mhm. bon, on a un engouement autour des GAFAM. Les GAFAM Mhm. montent, Mhm. le cours de leurs actions monte, que font les gérants d'ETF? Et bien évidemment, ils repondèrent les GAFAM dans les ETF. Mhm. Ce qui fait évidemment monter, puisqu'ils achètent finalement des GAFAM, pour répliquer la pondération du S&P 500, ce qui fait monter mécaniquement, encore une fois, le cours des GAFAM, Mhm. et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'une fois que ça a monté, faut encore alimenter. Donc il y a des effets boule de neige qui sont décrits notamment par certains professionnels de marché, et je pense que Bruno et Michael font référence à ça. Oui, mais ce n'est pas le cœur. C'est-à-dire que ne confondez pas l'exacerbation d'un phénomène qu'on peut entendre, hein, mais au départ, il y a l'origine du phénomène. L'origine du phénomène, c'est un appétit pour les GAFAM. L'appétit pour les GAFAM disparaît. Donc l'appétit pour les GAFAM est là. Donc il amène en fait les GAFAM à monter de manière plus virulente que les autres. Et ensuite, les stratégies passives doivent justement se repondérer. Donc on peut avoir une exacerbation. Donc ça peut augmenter, on va dire, l'effet spéculatif sur les marchés. Mais à l'origine, il y a un appétit ou il y a une envie ou pas d'aller sur une thématique plus qu'une autre. Donc c'est un effet d'exacerbation, mais ça ne détermine pas le sens, la direction de l'actif financier, type les actions ou les obligations, etc. Donc je comprends bien ce que les gens veulent dire par là, mais l'effet concentration des GAFAM aujourd'hui, c'est uniquement parce que les gens aujourd'hui ont envie d'en acheter. Et maintenant, revenons aux raisons qui font qu'ils ont envie d'acheter des GAFAM. Vous savez pourquoi ils ont envie d'acheter des GAFAM? Parce que les GAFAM, c'est quoi? Ce sont des entreprises, ont des actions, mais qui ressemblent quand même beaucoup à des obligations. Donc ce sont des actions qui se sont progressivement recentrées du cœur. Pourquoi? Parce que quand aujourd'hui vous achetez un GAFAM, vous achetez une boîte avec un modèle économique robuste, vous achetez une capacité à préserver son avantage compétitif grâce à cette technophilie, et troisièmement, vous achetez quoi? Comme presque un État souverain, une surface financière de dingue, à savoir une trésorerie extraordinaire, un trésor de guerre énorme. Et donc ça ressemble à quoi tout ça? Ça veut dire quoi un trésor de guerre énorme? Ça veut dire que même si ça se passe mal, eh bien ces gens-là seront moins en difficulté que les autres. Ce qui fait que vous avez là, typiquement, c'est ce qu'on appelle nous la thématique des trusts technophiles, plus que des GAFAM, hein, des grands trusts financiers en réalité, qui ont un avantage compétitif techno. Eh bien, ce sont des actions, mais qui ressemblent de plus en plus à des obligations dans justement, on revient à la finance comportementale, dans la tête des investisseurs internationaux. Donc je fais quoi? C'est idéal quand on veut faire de la préservation optimale du capital. Je prends du risque, mais pas trop. Et c'est pour ça, donc la thématique sous-jacente et l'hyperconcentration des marchés, c'est parce que les gens veulent de ça. Le jour où un État dira j'ai envie de changer les règles du jeu parce que ces gens-là ont trop d'avantages par rapport aux autres, et donc je vais en reprendre un peu, je vais redistribuer, donc je vais augmenter de la fiscalité spécifiquement pour ces gens-là, ou on dira ces gens-là sont trop gros, je vais les découper, vous verrez comme en soi, là, il y aura une repondération, c'est-à-dire que la place des GAFAM sera beaucoup plus petite à partir de ce moment-là, parce que les gens auront moins envie de l'acheter. Et donc,
Je comprends la gestion passive, mais ça exacerbe. Ça augmente le flux spéculatif. Ça ne fait pas naître le phénomène. Ça ne crée pas le phénomène. Le phénomène, c'est vraiment des sous-jacents qui viennent de votre appétit ou pas, à acheter une thématique ou pas.